Dans votre ouvrage de l'école, vous rendez visibles les alliances secrètes et invisibles qui affaiblissent l'école et calomnient les savoirs. Vous dénoncez que l'ignorance, érigée en soutien d'un pouvoir, c'est l'obscurantisme. Ceci résonne aujourd'hui d'un poids particulier. L'affaiblissement de l'école et la radicalisation concomitante de la jeunesse occidentale sont-ils à mettre en lien? Alors, concernant l'école, il y a deux processus différents qui se combinent. Il y en a un qui est, je crois, qui a des caractères particuliers en France, parce que l'enseignement public, je veux dire les acteurs de l'enseignement public, les enseignants, formaient ce qu'on appelle un corps intermédiaire. C'est-à-dire dans le système français, entre l'État au sommet, enfin les gouvernés en bas, si j'ose dire, la France d'en haut et la France d'en bas, il y a toute une série de corps intermédiaires, parmi lesquels il y a évidemment les élus locaux, les syndicats, etc. Ça, pour tous les pays d'Europe, vous avez cette même structure, mais les corps intermédiaires ne sont pas forcément exactement les mêmes. Par exemple, en Allemagne, les églises sont un corps intermédiaire très important. Que ce soit les églises catholiques, enfin l'église catholique ou les églises protestantes. En France, à cause de la séparation de l'église et de l'État, l'église, peu à peu, l'église catholique, a peu à peu cessé de jouer un rôle de corps intermédiaire décisif. On l'a vu, par exemple, au moment du mariage pour tous, où en vérité, la mobilisation s'est faite pratiquement en dehors de la hiérarchie catholique, qui a laissé faire, mais dès que c'est apparu aller au-delà de ce qu'il souhaitait, notamment l'architecte de Paris a tenu des propos en disant nous ne pouvons plus espérer que la société obéisse en tout point au commandement de l'Église. Enfin, donc l'Église ne joue plus ce rôle de corps intermédiaire, alors qu'elle le joue en Italie, qu'elle le joue en Espagne, qu'elle le joue en Allemagne par des voies différentes, qu'elle le joue aux Pays-Bas, etc. Donc les corps intermédiaires ne sont pas les mêmes. Et la particularité française, c'était que l'enseignement public, enfin les enseignants de l'enseignement public étaient un corps intermédiaire. Oui. Et pour des raisons que je commence à exposer dans mon livre, où il y a un certain nombre d'alliances, d'autres corps intermédiaires, parmi lesquels un certain nombre de syndicats, mais pas seulement, la haute fonction publique, les administratifs, si j'ose dire, de la fonction publique, ont considéré que ce corps intermédiaire était en vérité de trop. Il freinait, il était un obstacle, et peu à peu, par une série de décisions, dont la plus fondamentale est de considérer que les enseignants dans l'école ne sont plus un rouage fondamental, que le rouage fondamental, ce sont en vérité les parents, l'enfant plus les parents, c'est-à-dire en vérité la famille. On a retiré peu à peu la base matérielle qui faisait des enseignants un corps intermédiaire. Et les réformes actuellement, la réforme des collèges, c'est tout à fait intéressant de ce point de vue-là, c'est que ouvertement, sans d'ailleurs y penser à mal, mais ouvertement, la réforme a été prise sans pratiquement consulter les enseignants. Tout à fait. Et sans tenir compte de leurs avis, de leurs réserves, etc. Donc, en gros, ils ont été traités comme on traite, si je veux dire, comme l'administration des douanes traite les douaniers, comme le ministère des Finances traite les percepteurs des impôts, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale, en tant que ministère, est fondamental, mais les enseignants ne constituent pas un corps
intermédiaire dont on a ce souci. Oui. Ça, c'est un phénomène donc, très marqué en France parce qu'il y avait cette exception française qui était liée à la manière dont la Troisième République avait été conçue et au fait qu'au moment où la question s'était posée, l'Église était encore une puissance, un corps intermédiaire. En fait, il y a un parallélisme entre l'affaiblissement de l'Église comme corps intermédiaire et l'affaiblissement des enseignants comme corps intermédiaire. En gros, comme on pourrait le dire de manière cynique, pour le fonctionnement de la séparation de l'Église et de l'État, les enseignants n'ont plus l'utilité qu'ils avaient précédemment. Donc, voilà. Donc il y a ce phénomène-là. Et il y a un deuxième phénomène qui se croise avec celui-là, mais qui n'est pas le même. Le deuxième phénomène est un phénomène qui se déchiffre dans l'ensemble des pays que j'appelle euro-atlantiques, c'est-à-dire des deux côtés de la rive, des deux rives de l'océan Atlantique, l'Amérique du Nord et Europe de l'Ouest. L'Europe centrale pose des problèmes particuliers parce qu'ils ont une histoire particulière, mais prenons l'Europe de l'Ouest. Vous avez un phénomène global qui est effectivement que les savoirs qui s'appuient sur une base, appelons-la héritée du passé, d'un certain passé historique, qui peut être plus ou moins lointain, au premier chef l'histoire comme savoir, mais ce qu'on appelle de façon globale la culture, entre guillemets, qui est en fait fondamentalement un ensemble de savoirs, qui sont des savoirs... Les savoirs chauds, est-ce que c'est... Oui, quelque chose comme ça, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que les savoirs qui ne sont pas déterminés uniquement par la nécessité présente de la gestion sont considérés non pas simplement comme inutiles, mais comme nuisibles. C'est-à-dire qu'ils font obstacle aux savoirs qui sont nécessaires pour la gestion immédiate. Le rythme de renouvellement des savoirs nécessaires à la gestion est à peu près, si je regarde, je commence à avoir une expérience qui s'étale sur le long, ça dure à peu près 5 ans. Si vous prenez par exemple la compétence technique qui est nécessaire pour maîtriser, mettons, voilà, ça, ces choses-là, les ordinateurs, quelqu'un qui n'a à sa enfin, qui n'a que ce savoir technique-là, il est obsolète au bout de 5 ans. Donc, ou bien il se renouvelle. C'est l'obsolescence programmée des humains? Oui, ça fait partie de l'obsolescence programmée générale. C'est ce qu'on appelle le gouvernement des choses, c'est-à-dire que les humains sont des choses, qui sont des choses parlantes, mais qui sont des choses dans l'ensemble des choses. Et le rythme est à peu près celui que je dis. Si on considère que les savoirs transmis sur la base qu'on peut appeler une forme de mémoire, eux ont un rythme qui s'étale parfois sur des millénaires, ou en tout cas sur des siècles, vous voyez que le rythme est totalement différent. Alors, à l'égard de ces savoirs-là, vous avez deux attitudes. L'attitude qui consiste à dire, eh bien, justement parce que vous avez d'un côté des savoirs à rythme de renouvellement très rapide, il faut que les individus disposent d'une réserve de savoir à renouvellement très lent pour précisément avoir une sorte d'appui qui leur permet de passer d'une compétence à une autre à un rythme de renouvellement rapide. Et puis l'autre position consiste à dire tous les savoirs à renouvellement lent font obstacle au savoir à renouvellement rapide. Et dans les faits, vous rencontrez beaucoup d'individus, et notamment parmi les grands dirigeants
Je pense à quelqu'un comme Steve Jobs, fondateur d'Apple, ou des gens comme ça, qui prendront la première position. Qui diront, ce sont les savoirs à renouvellement lent qui sont fondamentaux. Moi, Steve Jobs, je sais que mon rôle, c'est de faire changer les techniques tous les 5 ans. Sortir un appareil nouveau tous les 5 ans. C'est ce que fait Apple avec ça, des choses comme ça. Bon. Ça, c'est mon rôle. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des savoirs à renouvellement lents. Et ce sont ceux-là qui sont importants. C'est pour ça qu'il achète des manuscrits, qui s'intéressent à l'art, etc. Mais c'est-à-dire si inscrit dans l'histoire. Hein. Voilà, si vous quittez le petit nombre des grands dirigeants, le petit cercle des grands dirigeants, et vous allez du côté des responsables, des cadres de niveau moyen et surtout des politiques, ils adopteront la deuxième position. Ils diront en gros, c'est de manière exceptionnelle, il y a certains individus qui peuvent utiliser de manière renouvelée, constamment renouvelée, des savoirs renouvellement lents. Mais pour la masse, l'ensemble de la société, c'est un obstacle. Et donc, il faut privilégier les savoirs à renouvellement rapide ou transformer les savoirs à renouvellement lent en savoirs à renouvellement rapide, ce qui vous donne, par exemple, l'histoire pour les nuls, des choses... Vulgarisation, des choses de ce genre, ou des manuels des manuels d'histoire qu'on va présenter de manière différente parce que on considère qu'au bout de 5 ans, tel phénomène qui paraissait important ne l'est plus. Vous voyez, des choses de ce genre. Et en gros, on soumet les savoirs renouvellement au renouvellement rapide, mais qu'est-ce qui se renouvelle rapidement dans ces domaines-là? Comme ce ne sont pas des savoirs techniques en tant que tels, ce n'est pas la technique qui se renouvelle, c'est l'opinion. Donc, on suit l'opinion, elle se renouvelle aussi au rythme à peu près de 5 ans, parfois moins d'ailleurs, et donc on va soumettre les savoirs renouvellement lents au rythme de l'opinion. Vu le temps qu'il faut pour l'adaptation dans une machine comme de type institutionnel, comme l'enseignement français, le temps d'adaptation est lui aussi de 5 ans. Ce qui veut dire que le moment où vous mettez en place la réforme, elle est d'ores et déjà dépassée, obsolète, par rapport aux besoins qu'elle était censée satisfaire. Oui. On voit très bien, par exemple, pour la réforme de l'orthographe, qui se met en place actuellement, elle répond à des besoins qui étaient définissables il y a à peu près une dizaine d'années, et qui ne répondent plus à rien aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, les logiciels de correction orthographique se sont mis en place, que tout le monde peut les utiliser, qu'en vérité, ça c'est ma position personnelle, il faudrait donner aux élèves un logiciel de correction orthographique, comme on donnait autrefois une règle à calcul, pour passer les examens. Et puis, voilà, il y a un certain nombre de règles qu'il faut apprendre, mais savoir comment s'orthographie tel mot, c'est une affaire de pure mémoire. C'est comme de demander aux gens de savoir par cœur les numéros de téléphone de tous les députés de français. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et donc, à un moment où la technique permettrait de lever les difficultés d'apprentissage de l'orthographe, parce que c'est un apprentissage, en dehors de quelques règles, un apprentissage essentiellement mémoriel et de mémoire visuelle, qui n'est pas, que tout le monde n'a pas, et qui est très difficile à entraîner. On peut entraîner la mémoire auditive, mais très difficilement la mémoire visuelle. Il faudrait s'attaquer à ça, et on en a des moyens techniques grâce au logiciel de correction orthographique, ou simplement des dictionnaires. Donner un petit dictionnaire orthographique, c'est par ordre alphabétique. Bon, ce serait très facile. C'est-à-dire qu'au fond, pour vous,
donner ce petit dictionnaire, ce serait quelque chose qui permettrait de rétablir l'égalité des chances, par exemple? Absolument. Quelque chose de cet ordre-là. Absolument, absolument. Et je pense que les élèves, justement ceux la grande différence entre les deux classes, c'est entre les enfants suivant que leurs parents ont l'habitude du livre ou pas. Si les parents ont l'habitude du livre, ils ont aussi l'habitude du dictionnaire. Le dictionnaire étant un livre. Et si c'est sur tablette, la transition est assez facile à faire. Lire un livre sur papier et lire un livre sur tablette, consulter un dictionnaire sur papier et consulter un dictionnaire sur tablette, c'est pas très différent. Ce qu'il faudrait faire, c'est pour les enfants dont les parents n'ont pas l'habitude du livre, par rapport aux enfants dont les parents ont l'habitude du livre, faire que l'école comble cette différence. Et qu'elle comble cette différence, non pas en réduisant le rapport au livre, j'en prends le livre là au sens large, pas nécessairement le livre imprimé, le rapport à l'écrit, si j'ose dire, sous forme de support, et ça on le ferait en multipliant les occasions de recourir à ça. Plutôt que d'apprendre l'orthographe par cœur, apprendre à consulter des dictionnaires. Peut-être je vais du coup passer à la question suivante qui nous permet aussi de revenir sur la précédente parce qu'elle concerne justement cette question de l'écrit. Je crois que c'est dans les penchants criminels de l'Europe démocratique où vous dites que la France traverse une profonde crise du savoir. Plus précisément, vous dites une crise du rapport au texte. Dans quelle mesure les difficultés immédiates que nous venons par exemple d'aborder, mais aussi les difficultés plus difficiles avec une frange importante de la jeunesse française que nous venons aussi d'évoquer, vous paraissent-elles avoir rapport à cette crise de l'étude et du texte? Je pense qu'il y a un rapport très fort, mais dont l'enchaînement de détails n'est pas toujours si facile à reconstruire. Ce qu'on peut observer, c'est objectivement, il y a effectivement une division au sein de la société française en ce qui concerne le rapport à l'écriture, au support écrit, alphabétisé, disons. Il y a une division, notamment accentuée par le fait, autrefois, les parents ne savaient pas lire, je veux dire, à l'époque du XIXe siècle, les enfants de paysans, leurs parents ne savaient pas lire. Et en fait, cette situation s'est prolongée assez tard dans l'histoire de France, et maintenant, ça se renouvelle avec des enfants dont les parents ont un rapport, disons, non naturel à la lecture, qui déchiffrent, mais qui ne savent pas parcourir, n'arrivent pas à parcourir un texte, et là où ça a été demandé aux spécialistes, vous diront, mais enfin, par exemple, pour consulter un message sur... bon, ça se mesure, il y a deux sujets différents pour le même message. L'un mettra, je sais pas, 5 secondes et l'autre en mettra 30. C'est quelque chose de ce genre-là. Et si vous étendez ça à un journal, vous voyez que la différence de temps mobilisé peut être extrêmement importante. Donc en vérité, vous avez cette fracture-là, elle est objective. Et puis il y a une idéologie qui s'est répandue, je pense, dans les années 60-70. Il y avait un auteur qui s'appelait Marshall McLuhan, qui avait fait fortune, même, en tout cas académiquement, qui a écrit un livre qui s'appelait La Galaxie Gutenberg.
et qui prédisait la fin de la galaxie Gutenberg. En gros, c'était, il disait, bon, toutes les formes nouvelles de savoir vont passer par des formes qui ne sont pas des formes recourant à l'écriture alphabétique, mais plutôt à l'image, au son, etc. Très bien. Cette idéologie-là, très puissante dans les milieux de type économique liés justement aux médias, gouverner un certain nombre de... Enfin, par exemple, la présentation des journaux qui à partir d'un certain moment, ont mis l'accent sur les images par rapport à la partie imprimée. Enfin bon. Et puis, du côté des décideurs, un certain nombre de décideurs considérant qu'il fallait aller dans ce sens. Et donc, puisque dans les faits, vous aviez une fracture sociale en ce qui concernait le rapport à l'écriture alphabétique, contourner cette fracture en passant par d'autres supports, à savoir le support iconique. Voilà. Le fait est que la prédiction de Marshall McLuhan a été totalement réfutée par les faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les progrès les plus significatifs, je parle là d'un point de vue technique, se situent au niveau de l'écrit. Par exemple, statistiquement, ça a été une grosse découverte pour les responsables des compagnies, notamment Apple, l'usage de l'iPhone comme téléphone à voix vocale est en chute libre, au profit de l'usage de l'iPhone comme transporteur de messages écrits. Alors on peut toujours dire c'est une forme d'écriture qui ne respecte pas l'orthographe, l'académie, etc. C'est l'écriture alphabétique. C'est l'écriture alphabétique. Et donc, en vérité, le rapport qui est en train de devenir naturel et spontané est un rapport à l'écriture alphabétique. Par opposition au rapport ou au son ou à l'image, qui est devenue, l'image croule sous son propre foisonnement, si vous voulez. Elle n'est plus porteuse elle est plus porteuse de représentations informatives. Elle est porteuse presque de réactions pavloviennes. Mais elle n'est plus porteuse. Si vous voulez transmettre une information, je parle d'une information du genre rendez-vous à 5 heures. C'est pas, vous ne passerez pas par une image, vous passerez par une forme alphabétique. C'est paradoxal, mais rassurant. Oui, c'est paradoxal et rassurant, mais ça ne l'est pas rassurant si on compare aux décisions qui sont prises, oui. qui ne tiennent pas compte de ça. Oui, qui n'intègrent pas le fait, je reprends mon histoire de réforme orthographique, la réforme orthographique part de l'idée que l'écriture alphabétique pose problème et qu'il faut alléger le problème. En réalité, ce n'est pas vrai du tout. L'écriture alphabétique ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est, par exemple, effectivement, vous avez une orthographe française qui est fondée sur la mémoire visuelle, et que la mémoire visuelle n'est pas également répartie, qu'elle est très difficile de l'entraîner, etc. Mais ça peut se combiner, mais pas par des moyens de simplification orthographique, par des moyens techniques ce que je disais précédemment. Et donc, il y a effectivement un contretemps dans la perception des difficultés. Alors évidemment, ça reflue sur les savoirs qui sont de fait depuis, alors on peut dire Gutenberg, pour reprendre Marshall McLuhan, qui sont fondés sur l'écriture et dans le monde euro-atlantique sur l'écriture alphabétique, qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à apprendre que l'écriture idéogrammatique, par exemple l'écriture chinoise. Et d'ailleurs c'est un grand problème pour les Chinois,
de savoir s'ils peuvent continuer à utiliser leur écriture idéogrammatique et est-ce que c'est conciliable avec leur ambition de devenir une superpuissance capitaliste. C'est un vrai problème. Et voilà, ils en sont là. Ils se demandent comment ils vont faire. Or, changer l'écriture chinoise, là, c'est véritablement... Une perte radicale. Ça veut dire se rendre à eux-mêmes inaccessibles leur propre histoire. Et pour eux, c'est très important, l'histoire. Pour les Chinois, l'histoire de la Chine est quelque chose qui appartient à leur politique. C'est-à-dire que l'histoire, l'écriture, c'est l'ancrage de l'être dans l'existence. Ça peut l'être ou pas. Ça peut l'être ou pas. Et par exemple, il y a certainement, pour des raisons, le résultat d'un certain nombre de décisions qui ont été prises, font que aujourd'hui vous avez toute une partie des Français pour qui l'écriture alphabétique n'est pas un ancrage dans l'être. Ah oui. Parce que ils n'ont pas un rapport actif. C'est quelque chose qu'ils voient comme extérieur, un obstacle qu'ils ont à surmonter. Et je pense que c'est un des grands échecs de l'enseignement français, mais c'est pas propre à l'enseignement français. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est généralisé. Par exemple, aux États-Unis, ça a été une découverte, enfin pas une découverte, enfin une expérience douloureuse que de voir que, par exemple, puisque vous savez qu'aux États-Unis, vous pouvez avoir des bourses sportives, autrement dit, un garçon, plus pour les garçons, un garçon qui est très bon au basket aura une bourse, etc. Et on a découvert, comme ça, on peut aller, on peut faire toute la scolarité secondaire, aller au collège, l'université, l'enseignement supérieur. Et là, on a découvert que un certain nombre de basketteurs universitaires ne savaient pas lire. Parce qu'ils avaient traversé tout le système grâce à des notes de complaisance, parce qu'ils étaient bons dans l'équipe de basket du lycée, et que le lycée voulait avoir une équipe de basket performante, etc. Nous avons nous-mêmes en France des jeunes qui ne savent pas lire, et pourtant nous n'avons pas tellement ce système de complaisance, ni non plus ce système de bourse sportive. Non, mais il y a un discours ambiant où... je ne sais pas s'il est tenu dans l'école, j'en serais étonné, encore que tout est possible, mais il y a un discours ambiant qui passe son temps à expliquer que finalement c'est pas si grave, qu'il y a d'autres savoirs qui sont aussi importants, que c'est tout à fait frappant. Bon, c'est vrai que les savoirs techniques sont aussi importants que les autres, mais la base du savoir technique, c'est un mode d'emploi écrit. Oui. Et ça ne sert à rien. Si vous voulez, celui ou celle qui sort de l'école en ayant un rapport de distance à l'écriture va être handicapé par rapport à toute activité technique qu'il pourrait... Donc au fond, nous pâtissons vraisemblablement beaucoup plus qu'il n'y paraît de cette distinction ou de ce clivage entre savoir technique rapide, court et savoir mémoriel, disons. Oui, et puis l'idée qui est apparue, je répète, dans les années 60, que l'écriture alphabétique, si vous voulez, l'écriture alphabétique est, dans les pays, je répète, euro-atlantiques, le support des savoirs dans leur ensemble, que ce soit les savoirs à renouvellement lent ou les savoirs à renouvellement court. Mais, comme le support écrit est référé à Gutenberg, on dit, mais finalement, il fait partie des savoirs à renouvellement lent. Donc, si on privilégie les savoirs à renouvellement rapide, il faut mettre de côté, autant que possible, l'écriture alphabétique.
Et donc, on va remplacer, si vous allez sur YouTube, par exemple, je me souviens, ma femme de ménage se demandait comment détartrer le fer à repasser. Et je me suis dit, mais écoutez, on va regarder sur YouTube. Et bien sur YouTube, il y a effectivement une petite vidéo où on vous explique comment on fait pour détartrer. Et pour toute chose. Voilà. Et là, c'est une vidéo en image. Et effectivement, alors pour des techniques simples, c'est suffisant, mais pour des techniques plus compliquées, comme toutes les techniques artisanales, là ça devient, c'est d'une autre... C'est de la perte. Voilà, c'est une perte. C'est-à-dire que le visuel par image, l'image animée, peut être un recours, mais n'est pas un recours suffisant pour remplacer. C'est pas une équivalence. C'est pas équivalent. Pas une substitution. Or, il y a une idéologie qui a associé l'écriture alphabétique au savoir renouvellement lent, et donc ne l'a plus mis au centre de... Et comme c'est une idéologie, c'est très difficile à déraciner, parce que même j'ai beaucoup de parents qui ont ça en tête, par exemple, qui considèrent que finalement c'est plutôt du temps perdu, que d'apprendre à faire des rédactions, rédiger, c'est du temps perdu, alors que, au contraire, ce serait important que le rapport à l'écriture cesse d'être un rapport à distance, que l'écriture alphabétique vienne toujours de quelqu'un d'autre, une autorité, que ça peut être quelque chose qu'on prenne en main. Au fond, il faudrait, si je vous entends bien, arriver à recréer une intimité avec la langue. Avec la langue, mais pas seulement, là vraiment sous sa forme écrite. Avec la langue sous sa forme écrite. C'est une autre dimension. Le français est une langue dont la forme écrite, pour laquelle la forme écrite a joué un rôle beaucoup plus important que dans d'autres langues, parce que justement l'orthographe est assez distante de la forme. Les deux langues où la forme orthographique et la forme parlée sont les plus distantes, c'est l'anglais et le français. C'est l'anglais et le français. L'anglais. Ah oui, l'anglais. Le problème de l'orthographe en anglais est très, très compliqué. La grande différence, c'est que le français, quand vous entendez un mot, vous ne savez pas comment l'écrire, et quand vous le voyez, vous savez comment le prononcer. Alors que l'anglais, c'est le contraire. Je n'avais jamais pensé à ça. Oui. Bon. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Français ont la difficulté à apprendre l'anglais. C'est vraiment un mode de fonctionnement totalement inversé par rapport à l'écriture. Or, comme l'écriture est quelque chose qui marque la langue, ça introduit une distance. Il me semble que quelque chose reste à articuler, c'est effectivement ce rapport, je dirais, des individus à l'écriture et à la langue, et ce dont on a parlé au tout début, à savoir c'est ça, ce mouvement quand même c'était le de sens masse vers la radicalisation. C'est le sens de la première question que je posais à Jean-Claude Milner, parce qu'il m'a semblé que dans la radicalisation, on entend, et c'est d'ailleurs une question, on entend l'idée qu'il y aurait une radicalisation religieuse. Et précisément, une radicalisation religieuse, il me semble que ça passerait par un certain rapport au texte. Or, j'ai pu voir un certain nombre, comme tout le monde ces temps-ci, de reportages où il semblerait que le processus de radicalisation passe beaucoup par les images, notamment par des images qui ressemblent trait pour trait, selon les documentaires que j'ai pu voir, à des images de jeux vidéo, ni plus ni moins, pouvant faire basculer quelqu'un. Il y a en tout cas quelque chose qui me frappe dans le processus de radicalisation, c'est effectivement le rôle très important de l'imagerie, et une imagerie qui est effectivement très marquée par une pratique commerciale. Je veux dire,
d'une production d'images de type commercial, qui est le jeu vidéo, ou les blockbusters, le film. Ça c'est une chose, mais une autre chose qui est que le rapport au texte est médié par la parole. Autrement dit, le rapport, puisque là on parle de radicalisation islamique, le rapport au texte arabe original, qui en tant que tel, c'est un texte qui ne faut pas changer une virgule en tant que texte, ce rapport direct au texte est réservé à un très petit nombre d'érudits, et l'ensemble des croyants ont un rapport médié par la parole, qui est la parole de l'imam, et en fait, c'est par voie orale, par voie auditive, c'est soit la parole donc, de l'imam lors d'une prédication, ou la parole d'un interlocuteur en qui on a confiance, qui, dans la conversation, dans la discussion, alors c'est ce qui se passe par exemple dans les prisons, où le processus de radicalisation passe par le bouche à oreille, réellement, au sens strict. Au sens strict. Et puis ça se passe dans les promenades, ça se passe au moment du repas, ou dans les cellules, ici dans les mêmes cellules, parce que la parole des imams n'a pas... J'avais aucune idée de ça. C'était un lieu, les prisons, où justement il y a du recrutement de ce côté-là. Et cela c'est vraiment le bouche à oreille, la radicalisation par la voix, par la voix, par l'échange, direct, par un échange direct des corps. Oui, par un rapport direct entre auditeurs, locuteurs et auditeurs. C'est-à-dire que ces sujets ne passent pas eux-mêmes par un certain transfert au texte. Non. Le transfert est directement... Enfin, il est directement... Dans la parole elle-même, il doit y avoir une référence au texte. Donc vous me direz qu'il est présent dans cette parole. Mais il n'y a pas de rapport de déchiffrage d'une écriture. C'est bien ce que j'entends. Plus pas une écriture alphabétique, en plus, crée en plus un problème de distance supplémentaire. C'est-à-dire que le texte qui compte pour radicaliser l'islamique n'est pas en écriture alphabétique. Ce qui veut dire que l'écriture alphabétique est doublement distanciée. Jean-Claude Milner, merci beaucoup. Je vous en prie.